Bien, bonjour à tous. Je vous propose que nous démarrions. J'espère que chacun va trouver une place. La salle est bien remplie. C'est pourtant une grande salle, une belle salle. Je suis Alain Sedbon, directeur de l'atelier Canopée des Hauts-de-Seine. L'atelier Canopée co-organise cette conférence qui est inscrite au plan de formation, co-organise avec la DSDEN des Hauts-de-Seine et en particulier Christine Mosset qui est l'IEN chargée de la mission maternelle. Et puis Marie Hébert, qui est l'IEN de la circonscription de Courbevoie, la ville où nous sommes. Donc, je remercie beaucoup Catherine Guéguen pour cette intervention qui accompagne la mise en œuvre des nouveaux programmes, en particulier de l'école maternelle. Catherine Guéguen est pédiatre à l'Institut hospitalier franco-britannique, pas très loin d'ici, donc à Levallois. Elle est auteure de 2 ouvrages qui sont récents, parus en 2014 et 2015 aux éditions Robert Laffont, Pour une enfance heureuse et Vivre heureux avec son enfant. 2 ouvrages qui rencontrent un grand succès. Cette conférence, comme à chaque fois qu'on a l'accord du conférencier, on filme et on met en ligne sur le site de Canopée 92 avec un certain nombre de ressources d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la rubrique d'accompagnement documentaire, dans la rubrique actualité de notre site. Pour terminer, je remercie la ville de Courbevoie qui nous met à disposition cette belle salle et la régie qui nous aide bien. Et je vais laisser la parole à Catherine Guéguen. Merci beaucoup. Alors, je vais vous parler des neurosciences affectives et sociales. Qu'est-ce que c'est que ces neurosciences affectives et sociales? C'est qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau quand nous éprouvons des émotions, des sentiments, et quand nous rencontrons les autres. C'est une science très récente, c'est une science du XXIe siècle. Comme nous allons parler des émotions, des sentiments et des relations, je vais vous demander d'abord de vous mettre 2 par 2 et je vais vous demander un petit travail. Donc vous vous mettez avec votre voisin ou votre voisine et je vais vous demander, alors la consigne ça va être, il y a une personne qui va parler pendant 3 minutes, l'autre va l'écouter sans faire de commentaires, sans l'interrompre. Et ça c'est très important d'être écouté sans être interrompu. Et au bout des 3 minutes, je vous dirai quand les 3 minutes sont passées, vous allez échanger. La première question, c'est qu'est-ce que c'est que les émotions pour vous et est-ce qu'elles sont nécessaires? Donc je regarde quelle heure il est et je vous donne 3 minutes, vous vous mettez avec votre voisin ou votre voisine. Les 3 minutes sont passées, donc je vais vous demander d'intervertir la personne qui parle et la personne qui écoute ne doit pas interrompre, ça c'est très important, et ne doit pas faire de commentaires. Donc c'est parti pour 3 minutes. Donc les 3 minutes sont passées. Je vois donc que vous avez beaucoup de choses à dire, ce qui est très bien. Je propose à ceux ou celles qui veulent de partager ce qui a été dit. Est-ce que quelqu'un veut parler de ce qui a été dit? Qu'est-ce que c'est que les émotions et est-ce qu'elles sont nécessaires? Est-ce que quelqu'un veut parler? Vous levez le doigt et on vous donne un micro. Wow. Normalement, quand je demande ça, il y a plein de gens qui veulent s'exprimer. Oui, oui. Non, personne? Si, là, quelqu'un. Oui. Oui, alors les émotions Bonjour. sont... Bonjour, excusez-moi. Bonjour et je suis vraiment ravie que vous soyez avec nous. Et merci d'être là. Voilà. Avec plaisir. Alors, les émotions sont nécessaires, il n'y en a pas une de mauvaise. C'est un signal que notre corps nous transmet pour qu'il soit compris, que le cerveau l'analyse de manière à ce qu'on soit plus à même de comprendre ce qui se passe en nous, de se scanner un petit peu, de savoir quel besoin il y a derrière. Parce que derrière une émotion, il y a un besoin.
Et ce besoin, il n'est pas satisfait, ce n'est pas grave, forcément. C'est qu'il faut l'écouter, faire le nécessaire pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et déjà, le psychisme s'apaise. Voilà. Ben, je vois que vous connaissez bien les émotions. Hein. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ce qui a été dit? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, moi je ferais une différence entre en fait les émotions et les sentiments. En fait, pour moi, les émotions, c'est vraiment quelque chose qui est subi, qui va arriver tout de suite, enfin, qui est le premier instinct, alors que le sentiment, ça va plutôt venir après. Voilà, je voulais juste intervenir par rapport à ça. Et Ouais, je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ce qui a été dit? Je vois que non. Alors, si. On se demandait Bonjour. On se demandait toutes les deux si c'était le propre à l'homme. Est-ce qu'un animal éprouvait des émotions? Tous les mammifères, et nous sommes des mammifères, éprouvent des émotions. Ouais. Bonjour. Donc, Bonjour. moi, je pense que là, on est tous en train d'éprouver à peu près la même émotion, puisqu'on est peu à vouloir s'exprimer, alors qu'on était très bavards il y a 2 minutes. Peut-être un petit peu de peur ou de timidité. Je ne sais pas si c'est une émotion exactement ou un sentiment, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup de personnes, dont moi, parce que je n'ai pas forcément la capacité à dire tout ce que j'ai dit à ma collègue, mais on a une émotion en commun en ce moment. Est-ce que quelqu'un voudrait dire à quoi ça sert les émotions? Est-ce que ça sert quelque chose? Vous l'avez dit un peu, mais est-ce que certaines personnes voudraient dire à quoi servent les émotions? merci, bonjour. Bonjour. Pour moi, les émotions, c'est un puissant vecteur communicationnel, puisque ça permet, en comprenant les émotions de l'autre, de rentrer en empathie avec lui, d'être à son écoute et de vraiment rentrer en communication avec l'autre. Donc les émotions sont fondamentales en ça, qu'elles nous permettent des communications entre êtres. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ce qu'il pense de à quoi servent les émotions? Je voulais juste partager quelque chose parce que je trouve qu'on ne parle pas assez en fait j'ai le sentiment en fait, en tout cas avec mes élèves, que j'essaie de travailler en classe, mais je trouve que c'est difficile pour eux en tout cas d'exprimer ce qu'ils peuvent ressentir. Donc j'essaie de le travailler au maximum. Mais, ouais. Et nous aussi, oui, on est aussi, mais mais je pense que c'est très important parce qu'en fait, comme l'enfant n'a pas cette maturité-là, et je trouve que ça devrait être une activité à part entière, en fait, les émotions, travailler sur les émotions, et parce qu'on en ressent tout le temps, enfin toute la journée, donc voilà. Je vous rejoins, le travail sur les émotions est très important, aussi bien pour les enseignants que pour les enfants. Ouais. Bonjour. Bonjour. Juste un petit mot pour dire que je pense que les émotions permettent aussi de déverrouiller le contrôle qu'on a de soi. C'est-à-dire qu'on essaye de se contrôler et à un moment donné, les émotions sont plus fortes et là, on peut lâcher prise et puis s'épancher parfois. C'est bon? Est-ce que quelqu'un a encore envie d'intervenir? Bon, je vais commencer mon intervention et surtout, je suis là pour répondre à vos questions, pour échanger avec vous. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez que je précise, vous m'interrompez et puis on échange. Donc là, la première diapo, je vous ai mis une phrase que vous connaissez probablement, de Nelson Mandela, à laquelle j'adhère évidemment totalement, que l'éducation est vraiment une arme extrêmement puissante
si on veut changer le monde. Donc l'éducation est vraiment à la base de tout. La jeune Malala, qui a reçu le prix Nobel de la paix à 17 ans, eh bien, elle a dit aussi une phrase très importante, qu'avec les armes, on peut tuer les terroristes, bien entendu, mais qu'avec l'éducation, on peut tuer l'idéologie du terrorisme. Donc, je pense que vous en êtes convaincus, l'éducation est une chose absolument fondamentale. Et que notre rôle à nous, moi en tant que pédiatre, mais vous en tant qu'enseignante, on a une place dans la société qui est absolument fondamentale, si on veut que notre société évolue. Où en est l'éducation dans le monde à l'heure actuelle? Eh bien, les études montrent, ça c'est une étude de l'UNICEF, que les adultes pensent que pour que les enfants se comportent bien et pour qu'ils réussissent bien à l'école, il faut les humilier verbalement et physiquement. C'est-à-dire qu'il faut leur dire « t'es pas gentil, c'est pas bien ce que tu fais, t'es nul ». Et soit donc des humiliations verbales, soit des humiliations physiques. Je n'en veux pas du tout aux adultes de faire ça, puisqu'ils pensent bien faire. Mais vous voyez qu'en 2017, les adultes du monde entier pensent qu'il faut élever les enfants avec des humiliations verbales et physiques. Donc, beaucoup de chercheurs se sont dit, mais qu'est-ce que ça donne, ces éducations qui sont punitives, qui sont sévères? Est-ce que ça va rendre les enfants meilleurs? Est-ce qu'ils vont mieux réussir à l'école? Eh bien, c'est absolument le contraire. Donc, vous voyez, on est dans une grande étape de la réflexion au niveau mondial. On sait maintenant que ce que font la très grande majorité des adultes et ce que nous avons subi dans nos enfances, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc, vous voyez, Rebecca Waller d'Oxford, elle a étudié 30 études qui traitent de ce sujet. Et elle a montré qu'au contraire, ces éducations punitives et sévères, ça rend les enfants et les adolescents insensibles, durs, sans empathie, et ça débouche très souvent sur des conduites antisociales, de l'agressivité, de la drogue, de la délinquance. Donc vous voyez qu'il y a une révolution à faire dans notre monde pour qu'on change complètement la façon d'élever nos enfants, aussi bien à la maison qu'à l'école. Parce que nous, dans nos pays occidentaux, nous n'avons pas le droit de lever la main sur les enfants, mais je peux vous assurer que dans la grande majorité des autres pays, les enfants sont battus, voire torturés à l'école. Les neurosciences affectives et sociales, je vous en ai dit 2 mots tout à l'heure, elles étudient les mécanismes cérébraux des émotions, des sentiments et des relations sociales. Et c'est une science vraiment très récente qui a démarré fin 20e et qui est en plein essor là au XXIe siècle. En France, on connaît bien les neurosciences cognitives, c'est tous les mécanismes cérébraux de nos compétences intellectuelles. Là, c'est pour vous montrer qu'à l'heure actuelle, il y a des centaines et des centaines de chercheurs dans le monde entier qui s'intéressent aux neurosciences affectives et sociales. Là, je vous montre le laboratoire de Los Angeles. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, comme il y a beaucoup de femmes aussi dans l'éducation, et peu d'hommes, c'est très dommage, évidemment. Et vous voyez qu'elles ont l'air tout à fait heureuses de faire ce qu'elles font, parce qu'elles font des découvertes extraordinaires. Elles sont très, très motivées. Et pourtant, je peux vous assurer, c'est de la science pure et dure. Ça, c'est 3 jeunes femmes qui ont fait des découvertes extraordinaires. Elles mériteraient toutes les 3 le prix Nobel. Une Hollandaise, Anne-Laura van Hermelen, une Australienne, Sarah Whittle, une Suédoise, Malin Björnsdotter. Je vais vous en parler tout à l'heure de leur découverte. Ça, c'est la génération au-dessus. Bruce McEwen qui est à New York, Joanne Luby à Washington, Michael Minet qui est au Canada et Martin Teicher qui est à Harvard. Ça, c'est le fondateur, un des fondateurs des neurosciences affectives et sociales. J'aime beaucoup sa bouille, on dirait le professeur Nimbus. Qu'est-ce qui lui a permis de fonder les neurosciences affectives et sociales? Eh bien, parce qu'il n'avait pas d'idéologie. Il avait une formation multiple. Il était pédiatre, neurologue, psychiatre, biologiste et chimiste. Et donc, sa formation polyvalente lui a permis d'avoir une
vision élargie sur le développement de l'être humain. Michael Minet, qui est au Canada, qui a fait des découvertes sur l'épigénétique très importantes. Et ça, c'est notre Français qui travaille sur l'empathie. Par contre, il travaille à Chicago depuis au moins plus de 20 ans. Alors, qu'est-ce que nous avons dans notre cerveau? Dans notre cerveau, nous avons tout. C'est-à-dire nos capacités d'émerveillement, toutes nos facultés intellectuelles, sensorielles, motrices. Eh bien, qu'est-ce que nous disent les chercheurs par rapport au XXe siècle? Que toutes ces capacités vont se développer en fonction des relations que l'enfant va avoir avec les autres. Donc, vous voyez, ça, c'est une des grandes découvertes des neurosciences affectives. Le cerveau est une des choses les plus complexes de l'univers et les chercheurs en sont au tout début de comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Nous avons des milliards et des milliards de cellules. Là, vous voyez l'enchevêtrement des cellules au niveau du cerveau. Là, je vous fais un petit retour à vos cours de sciences nat. Vous voyez devant le cortex préfrontal. Je vous parlerai de l'amygdale et de l'hippocampe. Là, vous voyez une cellule cérébrale, un neurone. Vous voyez, c'est une très belle cellule avec la cellule elle-même, avec le noyau et les dendrites, qui vont se connecter aux autres cellules. L'axe du neurone qui est recouvert d'un manchon de graisse qui est de la myéline, qui permet la conduction électrique entre les neurones. Et ensuite, la terminaison du neurone, qui est aussi des embranchements. Là, vous voyez des neurones qui sont connectés les uns aux autres. Là, vous voyez les molécules cérébrales qui passent d'un neurone à l'autre à travers la synapse. La synapse, c'est la connexion entre deux neurones. Et vous avez des centaines de molécules cérébrales. Donc, notre cerveau produit de la chimie en permanence et de l'électricité. Et il ne s'arrête jamais, nuit et jour, notre cerveau travaille. Donc, c'est une machine extraordinaire. Là, vous voyez ce qu'on appelle une IRM de diffusion, c'est l'axe du neurone. L'axe du neurone, je vous ai montré, qui est entouré d'un manchon graisseux, la myéline. C'est ce qu'on appelle la substance blanche. La myéline, c'est blanc. Et le corps du neurone, c'est ce qu'on appelle la substance grise. Donc ça, c'est la substance blanche, c'est très important. C'est l'axe des neurones. Vous voyez, c'est comme un magnifique tableau. Ça, vous voyez l'axe de nos neurones. L'important dans le cerveau, c'est les circuits neuronaux qui vont d'une structure cérébrale à une autre structure. Et un des réseaux les plus importants, c'est ce qui va du cortex préfrontal au cerveau émotionnel, c'est-à-dire à l'amygdale et à l'hippocampe. Alors très très schématiquement, on a 3 cerveaux. Un cerveau archaïque qu'on a en commun avec les reptiles et les poissons. Ce cerveau archaïque, il sert à notre survie. Quand on est en grand danger, soit on va attaquer, soit on va fuir, soit on va être en état de sidération. Donc ce cerveau archaïque, il est toujours là au fond de notre cerveau. Le cerveau émotionnel, je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a en commun avec les mammifères, qui nous permet de ressentir et d'exprimer nos émotions. Et le cerveau supérieur qu'on a en commun avec les primates. Quelle est la différence entre nous et les primates? Je vous ai dit qu'on a le cerveau supérieur en commun avec les primates. C'est notre cortex préfrontal. Les primates ont un cortex préfrontal, mais beaucoup, beaucoup moins développé que nous. Donc, notre partie la plus importante, elle est derrière notre front. À quoi elle sert? Elle sert à réfléchir, à raisonner, à être créatif, à imaginer, résoudre des problèmes, planifier, très important, avoir une conscience de nous-mêmes et avoir de l'empathie. Les primates ont également de l'empathie, mais beaucoup, beaucoup moins développée que chez nous, les humains. Est-ce qu'on peut repenser l'éducation à la lumière des recherches de neurosciences affectives et sociales? Oui, parce que les chercheurs nous apprennent des choses fondamentales. Et je peux vous assurer que moi, en tant que pédiatre, depuis que je connais ces recherches, ma vision de l'enfant a totalement changé. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de compassion pour les petits. Eh bien, ils nous disent quoi? Que le cerveau de l'enfant est beaucoup plus fragile, vulnérable,
immature et malléable que tout ce qu'on imaginait jusqu'à présent. Ils nous disent aussi qu'une grande partie du cerveau est dévolue aux relations sociales. Et comme je vous ai dit, on ne le savait pas au XXe siècle. Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine il y a plus de 40 ans, on savait que le cerveau était dévolu aux fonctions intellectuelles, motrices, sensorielles, mais on ne savait pas que notre cerveau était dévolu aux relations sociales. Et là, les chercheurs nous disent qu'une grande partie de notre cerveau est dévolue aux relations sociales. Ça nous montre l'importance de nos relations sociales pour nous, les êtres humains. Ils nous disent que notre cerveau est très, très malléable. On sait maintenant que le cerveau est malléable jusqu'à la fin de notre vie. Mais la très grande particularité de l'enfant, c'est que son cerveau est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus malléable que le nôtre. Le cerveau de l'enfant est surtout malléable pendant la grossesse, les 2 premières années de vie. Il reste encore très malléable pendant l'enfance et la petite enfance. Et il reste encore très malléable pendant l'adolescence aussi. Et ils nous disent que qu'est-ce qui va agir sur le cerveau? Que tout ce que va vivre l'enfant au niveau de ses relations va modifier en profondeur son cerveau, aussi bien le cerveau affectif que le cerveau intellectuel. Et chaque relation va modifier le cerveau de l'enfant de façon très précise. Comme je vous ai dit, les neurosciences affectives et sociales, c'est la science pure et dure. Ils nous disent quoi, les chercheurs? Que ça va modifier la sécrétion des molécules cérébrales, le développement des neurones, la myélinisation, les synapses, donc les connexions entre les neurones, les circuits neuronaux, les structures cérébrales, l'expression de certains gènes, les télomères des chromosomes, qui sont une petite partie du chromosome, et l'axe qui nous permet de faire face au stress. Donc vous voyez que chaque rencontre nous modifie, mais va modifier beaucoup, beaucoup, beaucoup plus l'enfant, puisque lui, son cerveau est extrêmement malléable. Ils nous disent aussi que le cerveau de l'enfant petit jusqu'à 5 ans est très immature, ça on le savait, mais ils nous disent qu'il est beaucoup plus immature que tout ce qu'on imaginait, et que l'enfant petit ne peut pas gérer ses émotions. Donc, jusqu'à 5 ans, l'enfant petit n'est pas capable de gérer ses émotions, donc ça va être très compliqué pour lui, mais pour les adultes qui vivent avec lui. Ils nous disent que le cerveau de l'enfant est extrêmement fragile et que toutes les humiliations verbales et physiques qu'il va subir vont avoir des effets très nocifs sur le développement du cerveau. Et donc, vous savez ce que je vous ai dit en tout début de mon intervention, la très grande majorité des enfants à l'heure actuelle subissent des humiliations verbales et physiques. Donc vous imaginez que le cerveau des êtres humains à l'heure actuelle ne se développe pas bien à cause de ce qu'ils ont subi dans leur enfance. Ils nous disent aussi quelque chose de très important, que l'expression des émotions, elle va être très bénéfique. Et qu'à chaque fois qu'on arrive à dire « bah oui, là, je suis en colère », ou je suis anxieux, ou je suis triste, eh bien, ça va nous faire du bien, ça va apaiser notre cerveau émotionnel. Célia Bromwell nous dit que parler des émotions à un tout petit, tout à l'heure vous l'avez évoqué, c'est extrêmement important. Et ça va renforcer sa sociabilité naturelle. Tous les mots sont importants ici. Sociabilité naturelle, ce n'est pas du tout ce que nous avons appris. On nous a dit que l'être humain naissait mauvais, qu'il avait le mal en lui, qu'il fallait le dresser. Et c'est pour ça que les adultes l'humilient verbalement et physiquement, parce qu'ils pensent qu'il faut le dresser. Eh bien, à l'heure actuelle, toutes les recherches nous disent que non, l'être humain naît avec une empathie déjà affective. Que l'être humain, au contraire, dès 3 mois, 4 mois, ce qu'il souhaite, c'est coopérer, qu'il a déjà de l'altruisme en lui. Par contre, ces qualités qu'il a en lui ne vont se développer qu'en fonction de l'entourage. Et comme je vous ai dit que la majorité subissait des humiliations verbales et physiques, eh bien, c'est ça qu'il va apprendre. Il va apprendre l'agressivité. Alors que la tendance naturelle de l'être humain, c'est au contraire d'avoir de l'empathie, de vouloir contribuer à la coopération et à l'altruisme. Oui.
Alors, comme il est malléable, c'est toujours irréversible, mais quand je dis toujours, c'est en fonction du traumatisme vécu. Hein. Réversible. Hein. Je ne sais pas si vous savez, là je ne parle pas de la maltraitance éducative, la grande maltraitance. Hein. Nous, pédiatres, on est formés pour ça. 2 enfants par jour meurent en France de maltraitance. Donc c'est énorme, c'est un vrai tabou. Les enfants meurent beaucoup plus que les femmes battues. Ça reste un grand tabou. Cet après-midi, il y a le lancement par Madame Rossignol d'un plan pour lutter contre la violence vis-à-vis des enfants. Donc, quand il y a une très très grande maltraitance, moi quand j'étais toute jeune pédiatre, je peux vous assurer que j'ai été stupéfaite de ce que je voyais dans les services de pédiatrie. Des enfants qui avaient le cerveau bousillé par maltraitance. Donc ceux-là, bien entendu, qui ne peuvent pas récupérer. Là, je vous parle juste de la violence éducative. Les humiliations verbales et physiques dans le but d'éduquer les enfants, mais pas de la très grande maltraitance. D'accord ? Et quand moi j'ai sorti ces publications, ces recherches, j'ai été scotchée, je peux vous assurer. Hein. J'ai appris beaucoup de choses. Puisque les chercheurs, ils nous disent maintenant qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'être humain se développe bien. Eh bien, ils nous disent que ce qu'il faudrait pour qu'il se développe bien, c'est une relation empathique, soutenante, toujours encourageante et aimante. Et si l'enfant a la chance d'avoir ça, eh bien, son cerveau va se développer au maximum de ses potentialités. Alors, comme l'empathie est fondamentale, on va voir qu'est-ce que c'est que l'empathie. Et je vous donne la dernière définition de Jean de Séty, notre Français qui travaille à Chicago. C'est sa définition de 2015. Hein. Les chercheurs, ils évoluent en permanence, donc ça évolue, la définition de l'empathie, en permanence. Donc pour lui, il y a 3 facettes dans l'empathie. Il y a l'empathie affective, qui est sentir et partager les émotions d'autrui. La deuxième partie de la phrase est très importante, sans être dans la confusion entre soi et les autres. Ça, en tant que professionnel, on peut le faire. En tant que parent, c'est extrêmement difficile. Dès qu'on est avec des êtres qui nous sont chers, on a beaucoup de mal à ne pas être dans la confusion entre nous et les autres. Mais vous, en tant qu'enseignante, vous pouvez, et moi en tant que pédiatre, on peut être en empathie affective sans être dans la confusion entre ce que ressentent vos élèves et vous. L'empathie cognitive, c'est comprendre les émotions et les pensées d'autrui. Et la sollicitude empathique, c'est pour ça que j'aime beaucoup sa définition à lui, Jean de Séty, c'est ce qui nous incite à prendre soin du bien-être d'autrui. Et dans la bienveillance, il y a le mot « veiller sur ». Si on a de l'empathie affective, qu'on ressent ce que ressent l'enfant, si on comprend pourquoi il ressent ça, mais qu'on n'a pas envie de lui apporter du bien-être, pour moi, ça ne sert strictement à rien, l'empathie. Donc, vous voyez, les 3 facettes sont extrêmement importantes. Donc, pour être empathique, il faut ces 3 facettes-là. Là, je vous donne ma définition de la bienveillance, et pour moi, ça rejoint totalement l'empathie. Alors, on peut donner d'autres définitions. Hein. Pour moi, c'est porter sur autrui un regard qui est compréhensif, sans jugement, aimant, et en souhaitant qu'ils se sentent bien et en y veillant. Donc pour moi, l'empathie et la bienveillance, c'est vraiment extrêmement proche. Eh bien, les études, elles sont faites. Hein. Les chercheurs nous disent que plus l'enfant va vivre des expériences d'empathie, plus il va devenir sociable lui-même, et moins il va développer des comportements agressifs et antisociaux. Maintenant, je vous ai dit, les neurosciences affectives et sociales s'intéressent aux émotions. Qu'est-ce que c'est que les émotions ? Il y a quelqu'un d'entre vous qui a très bien défini ce que c'était que les émotions. Je pense qu'elle connaît certaines choses dans les émotions. Oui, elle me dit oui. Oui. Eh bien que les émotions, ce n'est ni bien ni mal. Il n'y a pas de jugement à avoir négatif sur les émotions. Et que les émotions, je vais peut-être vous choquer, c'est un phénomène biologique. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas l'apparition de nos émotions. C'est une réaction à un événement extérieur. Donc il n'y a pas de jugement à avoir sur nos émotions. Ce n'est pas parce qu'on est anxieux, triste ou en colère que c'est mal. Non, c'est une réaction biologique.
Ça sert à quoi, les émotions? À beaucoup, beaucoup de choses. Ça sert d'abord à nous aider à nous connaître, à savoir qu'est-ce qui se passe en nous. C'est-à-dire que quand on éprouve des émotions agréables, par exemple on est enthousiaste, plein d'allant, joyeux, eh bien c'est juste pour nous dire, bah, oui, ta vie correspond à ce que tu souhaiterais profondément. Et puis quand on éprouve beaucoup de colère, beaucoup d'anxiété, beaucoup de tristesse, c'est juste pour nous dire, fais attention à toi, prends soin de toi. Ta vie probablement ne correspond pas à ce que tu voudrais. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de la différence entre émotion et sentiment. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Là, je ne vais pas faire la différence ici, cet après-midi, parce que je n'ai pas assez de temps entre émotion et sentiment. Mais l'émotion, c'est la réaction spontanée à un événement extérieur. Le sentiment, c'est un arrière-fond. Et ça dure beaucoup plus longtemps, alors que les émotions sont très, très changeantes, très variables. Derrière les émotions, il y a nos besoins. Et ça, c'est très important. Donc, à chaque fois qu'on éprouve des émotions, mettons désagréables, il faut se dire, mais pourquoi j'éprouve ça? Qu'est-ce que j'aurais besoin? Donc, ça nous fait réfléchir à ce que nous sommes. Donc, les émotions, c'est vraiment la connaissance et la conscience de soi. Et nous qui sommes tous dans l'éducation, quand on élève quelqu'un, on veut qu'il ait une connaissance de lui-même. La connaissance de soi, ça fait partie de la construction de la personne. Eh bien, les émotions nous permettent de nous construire et de nous connaître. Le premier qui a décrit le circuit cérébral des émotions, c'est Antonio Damasio, un neurologue d'origine portugaise qui vit aux États-Unis. Comment il a fait pour décrire ce circuit cérébral des émotions? Eh bien, dans son service, il avait des patients qui n'éprouvaient plus aucune émotion. Il les a fait tester et ces personnes avaient un QI normal. Ces personnes avaient eu soit un accident de voiture, soit une hémorragie cérébrale, une tumeur cérébrale, et elles avaient la partie qui nous permet de gérer nos émotions, d'exprimer nos émotions, détruite. C'est-à-dire, c'est cette zone-là du cerveau. C'est une partie du cortex préfrontal. Eh bien, ces personnes-là, elles menaient une vie totalement chaotique. Ça l'a fait beaucoup réfléchir, parce qu'on nous a toujours dit que l'intelligence, c'était ça qui permettait à l'être humain d'avoir une vie normale. Eh bien, là, pour la première fois, on s'est rendu compte que l'intelligence ne suffisait pas du tout à avoir une vie cohérente. Et pourquoi? Parce que les émotions nous amènent à réfléchir, à penser, à comprendre et à faire des choix. Ces personnes-là, comme elles n'éprouvaient plus rien pour leur conjoint, eh bien vous imaginez que ça se passait très mal avec leur conjoint, donc elles se faisaient éjecter. Elles n'éprouvaient plus rien pour leur travail, donc elles se faisaient éjecter de leur travail parce qu'elles n'étaient plus du tout motivées. Elles venaient un jour, elles ne venaient pas, elles s'en fichaient totalement, puisqu'elles n'éprouvaient plus rien. Et très souvent, elles vivaient dans la rue, puisque ça leur était complètement égal de vivre n'importe où, puisqu'elles n'éprouvaient plus rien. Donc c'est la première fois que les humains ont réfléchi à qu'est-ce que pouvaient apporter les émotions. Donc ça a été un grand tournant pour la connaissance de l'être humain, de comprendre que les émotions font partie intégrante du développement d'un être humain. Eh bien, les émotions, elles influencent notre vie tout entière. Notre vie affective, bien entendu, parce que si on n'est pas capable d'empathie, d'affection, on ne peut pas avoir de relations satisfaisantes avec les autres. Elles influencent notre façon de penser, de faire des choix, d'apprendre, bien entendu, puisque si on n'est pas motivé, on n'a pas du tout envie d'apprendre, et d'agir. Ces personnes qui n'éprouvaient plus rien, je peux vous assurer qu'elles étaient apragmatiques, c'est-à-dire qu'elles ne faisaient plus rien, puisqu'elles n'avaient plus aucune motivation. Donc vous voyez que nos émotions sont extrêmement importantes. À l'heure actuelle, dans le monde entier, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les compétences socio-émotionnelles. Qu'est-ce que c'est que les compétences socio-émotionnelles? C'est la connaissance des émotions, et nous avons des centaines et centaines d'émotions.
savoir exprimer nos émotions, savoir les réguler. Et quand on sait tout ça, ça nous permet d'avoir des relations satisfaisantes, c'est-à-dire de résoudre les conflits. Donc ça permet de quoi? Je vous ai mis sur la diapo, savoir comprendre l'autre, coopérer, écouter. Écouter, c'est extrêmement important. Et vous avez vu que même écouter 3 minutes sans faire de commentaires, sans parler de soi, sans interrompre, c'est compliqué. Résoudre les conflits et avoir une pensée critique. Eh bien, ces compétences, toutes les études à l'heure actuelle faites dans le monde entier nous disent que plus elles se développent, plus il y a une réussite scolaire. Donc je pense que, vous voyez, moi c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de parler aux enseignants, puisque maintenant qu'on sait ça, c'est extrêmement important que les enseignants prennent conscience que ces compétences socio-émotionnelles sont indispensables, aussi bien pour vous les enseignants que pour les élèves. Là, les études montrent que quand on développe les compétences socio-émotionnelles chez l'enfant, il va progresser sur tous les plans. Sur le plan personnel, il va savoir entretenir des relations normales avec les autres et dans sa réussite scolaire. Il y a eu beaucoup d'études qui sont faites actuellement dans le monde entier. Ça, c'est une étude qui a été faite en 2015 sur des enfants de maternelle dans des quartiers pauvres aux États-Unis. Et elle montre, cette étude, que quand on développe les compétences émotionnelles dès l'école maternelle, ça va augmenter les capacités des enfants pour les préparer à la lecture, à l'écriture et au calcul. Donc vous voyez que les compétences socio-émotionnelles sont liées au développement intellectuel des enfants. Ça, c'est une Italienne qui a fait une étude à Milan en 2016. Donc, vous voyez, c'est très récent, chez des enfants de 2-3 ans. Elle a lu une histoire en petits groupes, 4 à 6 enfants tous les jours, pendant 2 mois. Puis, elle a échangé autour des expressions des émotions, des causes des émotions, de la régulation des émotions, des comportements prosociaux, c'est-à-dire des comportements altruistes. Eh bien, elle a constaté quoi? Une augmentation des comportements d'entraide entre les enfants et un développement global du langage. Quand j'ai reçu, parce que là en ce moment je n'ai plus du tout le temps de travailler à l'hôpital, donc j'ai pris ma retraite, mais quand je recevais des parents, et j'ai reçu beaucoup de parents pour maltraitance, je leur demandais comment ils se sentaient. Ils me disaient, ça ne va pas. Mais je leur disais, mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Quelles sont vos émotions, vos sentiments? Ils me disaient, mais ça ne va pas. Et je me suis aperçue que la majorité des adultes n'étaient pas connectés à leurs émotions. Et pourquoi? Eh bien, il y a 2 mécanismes qui font que nous ne sommes pas connectés à nos émotions. Si dans l'enfance, on nous a dit, mais arrête tes comédies, va pleurer ailleurs, va faire tes colères ailleurs, arrête ton cinéma, arrête tes caprices, on empêche l'enfant de se connecter à ses émotions. On lui dit que ce n'est pas bien, que c'est mal d'éprouver des émotions désagréables. Eh bien ça empêche de se connecter à ses émotions. La deuxième cause de la non-connexion aux émotions, c'est quand on a souffert dans son enfance d'humiliation verbale ou physique. J'ai reçu beaucoup d'enfants maltraités. Quand je leur demandais comment ils allaient, ils me disaient « mais moi je vais très bien ». Donc c'est du déni, c'est nier sa souffrance parce que c'est trop difficile de la reconnaître. Donc quand on a souffert, c'est extrêmement difficile de se connecter à ses émotions. Donc vous voyez, il y a beaucoup de mécanismes qui font que c'est difficile de se connecter à ses émotions. Alors qu'on sait à l'heure actuelle qu'il est très important de pouvoir dire quand on est en colère, quand on est anxieux, stressé, déprimé, de pouvoir le dire. Pourquoi? Parce que ça va calmer une partie de notre cerveau qu'on appelle l'amygdale cérébrale, qui va activer la sécrétion des molécules de stress qui sont très nuisibles pour le cerveau, le cortisol et puis aussi l'adrénaline. Ensuite, quand on éprouve des émotions désagréables, être capable de réévaluer la situation va être très important.
Par exemple, vous vous êtes engueulé ce matin avec votre conjoint ou un collègue. Eh bien, c'est très important que vous disiez de prendre du recul, d'analyser la situation, de vous dire, bah oui, je me suis disputée avec cette personne-là, mais c'est peut-être pas si grave que ça. Je vais trouver une solution, je vais aller lui parler, et puis ensemble, on va trouver une solution pour résoudre ça. Eh bien, ça, c'est ce que les chercheurs appellent la réévaluation. Eh bien, quand on fait ça, quand on prend du recul, qu'on analyse la situation, on va modifier les circuits au niveau de notre cerveau de façon positive. Donc, vous voyez, nommer les émotions, réévaluer la situation, en parler, permet une modification positive de notre cerveau. Est-ce qu'on contrôle l'apparition de nos émotions? Non, je vous ai dit, puisque c'est une réaction biologique. Par contre, normalement, nous, adultes, nous devons savoir gérer nos émotions pour ne pas agresser l'autre et pas suivre toutes nos impulsions. Eh bien, ça, on y arrive dans deux situations. On n'y arrive pas, pardonnez-moi, dans deux situations. Si la situation est trop dramatique, on n'y arrive pas, on est dépassé, notre cerveau est dépassé par les événements. Ou si notre cortex préfrontal fonctionne mal. Voilà notre cortex préfrontal qui nous différencie des grands singes. Et c'est lui qui nous permet de nous calmer face à nos émotions et de prendre les bonnes décisions face à nos émotions, sans agresser l'autre verbalement ou physiquement, sans fuir et sans être en état de sidération. Là, je vous parle de la communication non violente. Pourquoi? Parce que nous, médecins, et je le déplore beaucoup, nous ne sommes pas formés à la relation, et alors que nous sommes en relation avec nos patients en permanence. Mais c'est comme vous, les enseignants, qui êtes en relation avec vos élèves, vous n'êtes pas formés à la relation. Donc, on est dans la même situation. Moi, je me suis aperçue en travaillant ces questions-là que dans beaucoup de pays développés, les médecins étaient formés à la relation et les enseignants aussi. Mais nous, en France, nous ne sommes pas formés à la relation. Comme je vous ai dit, je me suis occupée beaucoup de maltraitance et de parents maltraitants. Je n'avais pas d'outils pour savoir comment faire vis-à-vis d'eux. J'ai eu la chance de rencontrer la communication non violente il y a très longtemps et je me suis formée en communication non violente. Et je peux vous assurer que pour moi, il y a eu un avant et un après dans ma vie, aussi bien ma vie personnelle que ma vie professionnelle, quand j'ai appris comment faire dans mes relations. Qu'est-ce que c'est que la communication non violente? Elle vient de la psychologie humaniste de Carl Rogers. C'est vieux, ça date du début du XXe siècle. Carl Rogers, il avait compris que la qualité de nos relations, elle est fondamentale. Il avait déjà compris. Et que l'empathie était fondamentale dans nos relations. Donc vous voyez, Carl Rogers, c'était un très grand pionnier. Et maintenant, tout ce qu'il a découvert est confirmé par les neurosciences affectives et sociales au XXIe siècle. Son élève, c'était Marshall Rosenberg, il est décédé en 2015. Et c'est lui, Marshall Rosenberg, qui, d'après les travaux de Carl Rogers, a mis au point la communication non violente, qui s'est répandue maintenant dans le monde entier. La communication non violente, qu'est-ce que c'est? On apprend, parce que ça s'apprend, à parler de façon bienveillante et empathique. Ce n'est pas parce qu'on nous dit d'être bienveillant ou empathique qu'on va l'être. Non, ça s'apprend, ça se travaille. Et le but, c'est de créer une qualité de relation à soi-même et aux autres. Et c'est d'abord une qualité de relation à soi. Pourquoi? Si on n'est pas empathique avec soi-même, ça veut dire que si on ne porte pas de jugement négatif sur ce que nous éprouvons, on ne peut pas avoir de l'empathie pour les autres. Si on se dit c'est pas bien d'être anxieux, c'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien d'être triste, on ne peut pas comprendre que l'autre aussi éprouve ça. Donc c'est d'abord la communication non violente, un travail d'auto-empathie, c'est-à-dire qu'on n'émet aucun jugement sur ce qu'on éprouve, sur ce qu'on est. On accueille nos émotions, c'est tout. Et ensuite, on peut accueillir les émotions des autres. Donc la communication non violente s'intéresse aux relations humaines, aux émotions, à l'empathie,
aux besoins fondamentaux et pour l'épanouissement de l'être humain, comme les neurosciences affectives et sociales. Et c'est pour ça que je plaide vraiment pour l'introduction de la communication non violente pour tous les professionnels de l'enfance, pour les parents aussi, parce que je peux vous assurer que ça permet d'améliorer mais totalement les relations que nous avons avec les autres. Marshall Rosenberg a écrit beaucoup de livres. Un de ceux qui explique le plus ce que c'est que la communication non violente, c'est les mots sont des fenêtres ou des murs. Vous voyez que le titre est très explicite. Hein. Quand on parle, on peut couper la relation, hein, c'est très facile. Hein. Dès qu'on dit à quelqu'un t'es nul ou t'es insupportable, ça y est, c'est fini hein, la relation. Ou la relation, les mots peuvent être des fenêtres, ça peut ouvrir la relation. Tiens, oui, là, je sens que tu es en colère. Hein. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin d'aide? Ça ouvre. Alors que tu es insupportable, tu n'es pas gentil, tu n'es pas méchant, tout de suite, ça ferme. Il y a un site internet hein, pour se former. Et il y a depuis 1 an et demi, au sein de la communication non violente en France, une association qui s'appelle CNV Éducation. Et qui a des formations spécifiques pour les enseignants. À l'heure actuelle, je peux vous annoncer hein, qu'il y a même certains inspecteurs qui sont en train de se former en CNV. Et ils sont enchantés de la formation. Ils se disent, mais comment ça se fait qu'on n'a pas connu ça avant? Vous voyez, donc ça bouge. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant? Là, je vous ai parlé du cerveau de l'adulte. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Eh bien, si dans la salle, il y a des enseignants de maternelle, vous savez très bien qu'à 2 ans, eh bien, les enfants sont tout petits, complètement immatures. Et je vais vous lire ce qu'il y a sur cette diapo que j'ai trouvée sur Internet. Hein, je ne peux pas vous dire qui l'a faite. Hein. J'ai 2 ans, je ne suis pas fait pour rester tranquille, hein, vous le savez. Ne rien toucher, attendre mon tour, faire la queue ou rester silencieux tout le temps, pas du tout. À 2 ans, j'ai besoin de mouvement, d'exploration, d'aventure et d'utiliser mon corps tout entier pour découvrir le monde. Laissez-moi jouer, faites-moi confiance, j'apprends. Je ne sais pas qui a fait cette diapo, c'est quelqu'un qui connaît très très bien les enfants de 2 ans. Donc je vous l'ai dit que l'enfant a une plasticité cérébrale très active, ça veut dire qu'il a un cerveau très très malléable. Que le développement du cerveau se passe surtout les 5 premières années de la vie, mais nous sommes les mammifères qui avons le développement de notre cerveau le plus lent, c'est-à-dire qu'il faut 25 ans pour former un cerveau adulte. Donc vous voyez, il faut 25 ans. Donc vous imaginez quand vous travaillez en maternelle, l'enfant est très 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 immature. Et que l'ultime étape qui va permettre la maturation complète du cerveau, c'est le cortex orbitofrontal. Ce cortex orbitofrontal fait partie du cortex préfrontal et il est extrêmement important. C'est lui qui nous permet d'être pleinement humain. Qu'est-ce que ça veut dire être pleinement humain? Il permet 4 capacités. D'abord, il nous permet d'être empathique. Sans empathie, on ne peut pas aimer. Donc il nous permet d'aimer, ressentir de l'affection. Il nous permet de réguler nos émotions, il nous permet de faire des choix et d'avoir un sens éthique et moral. Donc vous imaginez comme ce cortex orbitofrontal est important. Eh bien, les chercheurs nous disent quelque chose, moi qui m'a scotché, hein, et c'est Alan Shore qui nous dit ça, un des fondateurs des neurosciences affectives et sociales, que ça va être l'environnement social, affectif de l'enfant, c'est-à-dire toutes les rencontres qu'il va faire durant son enfance, qui vont permettre le développement ou non de ce cortex orbitofrontal. Donc vous voyez comment nous sommes, nous humains, dépendants de nos relations sociales. Ils nous disent, les chercheurs, que l'enfant petit, je vous l'ai dit, ne peut pas contrôler ses émotions. Ce n'est pas qu'il ne sait pas ou qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. On nous a bassinés
avec l'enfant est un tyran, il fait des caprices. Hein. Moi, je peux vous assurer que j'ai dit beaucoup de bêtises aux parents. Une fois que j'ai su ça, je leur ai dit, mais non, maintenant, je sais que l'enfant ne le fait pas exprès. Un tout petit de 2 ans qui se roule par terre ou qui tape ou qui jette ses jouets, il ne le fait pas exprès, il ne nous cherche pas. Il nous dit juste quelque chose qu'il ne peut pas faire autrement. Pourquoi il ne peut pas? Eh bien, vous avez vu que qu'est-ce qui nous permet de réguler nos émotions? C'est le cortex préfrontal et ce cortex orbitofrontal. Eh bien, chez le tout petit, ce cortex préfrontal n'est pas mature, donc il ne peut pas réguler ses émotions. Et que les circuits qui vont de ce cortex préfrontal au cerveau émotionnel ne sont pas encore fonctionnels. Vous savez très bien qu'un enfant tout petit, hein, jusqu'à 5 ans, il va avoir des tempêtes émotionnelles. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est triste, quand on est en colère, quand on a peur? Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? D'après vous? C'est très désagréable d'être triste, très désagréable d'être en colère, d'avoir peur, d'être anxieux. Et pourtant, nous avons notre cortex préfrontal qui nous permet de prendre du recul, d'évaluer la situation, de trouver des solutions. Donc nous avons un filtre qui est le cortex préfrontal. L'enfant, lui, petit, n'a aucun filtre. C'est-à-dire que quand lui, il est triste, il est 1000 fois plus triste que nous. Quand il est en colère, il est 1000 fois plus en colère que nous. Quand il a peur, ce sont des immenses paniques. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, moi maintenant, j'ai énormément de compassion pour les petits. Hein. J'ai 4 petits-enfants, je suis grand-mère. Je peux vous assurer que quand moi, je vois mes petits-enfants qui sont en proie à des tempêtes émotionnelles, je ne vois plus du tout les choses comme avant. Je sais que ce ne sont pas du tout des caprices et qu'ils ont besoin de notre aide dans ces moments-là, au lieu de les disputer. Vous voyez? Donc ça change le regard sur l'évolution de l'être humain. Donc je vous ai mis que ce n'est pas des caprices, ce n'est pas un trouble pathologique du développement, c'est seulement la conséquence de l'immaturité du cerveau. Alors on me dit, mais vous dites n'importe quoi, puisque l'être humain inné agressif, vous voyez bien en crèche, qu'est-ce qui se passe? J'ai travaillé en crèche, le gros problème de la crèche, c'est les enfants qui mordent et qui tapent. Hein. Eh bien, quand un enfant en crèche mord, tape, c'est parce qu'il se sent en insécurité. Il n'est pas en sécurité affective. Ou que ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Besoin d'attention, d'affection, de calme, besoin de jouer. Et dans ce cas-là, quand on est en insécurité, qu'est-ce qui se met en branle? C'est notre cerveau archaïque. Et dans ce cas-là, l'enfant, il est en état de survie. Et comme il est en état de survie, son cerveau archaïque se met en route. Et donc, dans ce cas-là, il tape, il griffe et il mord. Et donc, au lieu de lui dire « t'es méchant, t'es pas gentil, c'est pas bien », on va d'abord comprendre que l'enfant n'est pas agressif par méchanceté, mais c'est parce qu'il est dépassé par ce qui lui arrive. La partie du cerveau qui va contrôler nos émotions, nos impulsions, va commencer à maturer. Ça, on le savait, hein, l'âge de raison, c'est vers 7 ans. Hein, ça, les chercheurs ne nous apprennent rien. Mais par contre, ils nous apprennent que ça va être en fonction de l'attitude de l'entourage. Donc, cette partie du cerveau va se développer en fonction de l'entourage. Et c'est pour ça qu'on a encore, au primaire, au collège et au lycée, des enfants agressifs, alors que c'est un âge où ils ne devraient plus l'être. En dessous de 5 ans, le petit est dominé par son cerveau émotionnel et son cerveau archaïque. Ce n'est pas du tout le cerveau supérieur qui domine chez le tout petit, hein. C'est le cerveau archaïque et émotionnel. Les petits sont des boules d'émotions, vous le savez tous. Quand l'enfant est en proie à ces tempêtes émotionnelles et qu'on ne l'apaise pas, qu'on ne le console pas, il y a les molécules de stress qui sont sécrétées, le cortisol, l'adrénaline, et les chercheurs nous disent que ces molécules sont très toxiques pour son cerveau qui est très fragile.
Ils nous disent tous, les chercheurs, que on peut aider le cerveau à se développer, et le cerveau global, aussi bien le cerveau affectif qu'intellectuel. Il faut 3 choses. Être empathique, on a vu ce que c'était que l'empathie. Aider l'enfant à exprimer ses émotions, on a vu l'importance de l'expression des émotions, et l'apaiser. Donc vous imaginez comme c'est important de savoir ça. C'est-à-dire que nous, les adultes, on a le pouvoir de faire en sorte que le cerveau de nos enfants se développe au maximum de leur potentialité. En faisant ces 3 choses-là, en étant empathique, en aidant l'enfant à exprimer ses émotions et en l'apaisant. Ce passage de la vie de l'enfant qui est très compliqué, il est compliqué pour les enfants qui souffrent de ces tempêtes émotionnelles, mais aussi pour les adultes. Parce que vous, si vous vous occupez, s'il n'y a que des, je ne sais pas, des enseignants de maternelle, je ne sais pas s'il y a d'autres enseignants de l'élémentaire, mais les enseignants de maternelle ont l'âge le plus compliqué avec ceux qui s'occupent des enfants en crèche. Donc pour les adultes, c'est très, très difficile. Et c'est dans la petite enfance qu'il y a le plus de maltraitance parce que c'est très, très compliqué de ne pas s'énerver, de ne pas punir, de ne pas menacer. Il ne s'agit pas du tout de céder, pas du tout, du tout. Je ne suis pas du tout pour une éducation laxiste, pas du tout. Je suis pour que l'adulte soit un vrai adulte, transmette un cadre, transmette des valeurs, donne des limites, mais il le fait en étant empathique, en comprenant ce qui se passe chez l'enfant. L'adulte doit être un vrai adulte, il doit savoir dire non, mais il dit non sans humilier. C'est-à-dire que quand un enfant mord, tape, eh bien on dit on ne tape pas, mais je te fais confiance, en grandissant tu vas apprendre à ne plus taper. Mais ces mots qu'on dit sans réfléchir, c'est pas bien, t'es pas gentil, c'est une dévalorisation de l'enfant. Donc il suffit juste de rappeler la règle, on dit on ne tape pas, on ne mord pas, on ne jette pas ses jouets partout, on ne déchire pas une feuille, vous voyez, on rappelle la règle, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a pas de jugement moral à avoir. L'enfant sait très bien, au fond de lui, que ce n'est pas bien. Toute l'attitude pour apaiser l'enfant est importante. C'est-à-dire, c'est notre présence calme. Le ton de la voix est très important, il faut avoir un ton de voix calme. Et le regard est extrêmement important. Quand on fait ça, on fait maturer les lobes frontaux, on fait maturer ce cortex orbitofrontal. Et c'est ça qui va permettre à l'enfant, progressivement, de contrôler ses émotions et ses impulsions. Bien entendu que quand vous avez des enfants de 2 ou 3 ans, ça ne va pas se faire en un jour, ni en un mois, ni en 2 mois. Pas du tout, puisque je vous dis qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps pour que le cerveau mature, il faut 25 ans, mais pour que ce cortex préfrontal puisse calmer le cerveau émotionnel et archaïque, il faut entre 5 et 7 ans. Donc vous voyez, le défi pour nous, adultes, avec les petits, c'est la patience. C'est la compréhension et la patience. C'est un vrai défi. Si on n'aide pas l'enfant à se calmer quand il est en proie à ces tempêtes émotionnelles, si on le laisse seul, il ne va pas développer les structures cérébrales qui vont lui permettre de gérer ses émotions et ses impulsions, ni les connexions non plus. Et il va continuer à taper, à mordre. Émile Coccaro a fait des études sur des adultes très, très violents. Et il a vu, évidemment, que le cortex préfrontal de ces adultes fonctionnait mal. Voilà notre professeur Tournesol, Alan Shaw. C'est lui qui a travaillé donc sur le cortex orbitofrontal, ce cortex qui fait partie du cortex préfrontal, qui nous permet d'être empathique, donc de savoir aimer, donner de l'affection, qui nous permet de réguler nos émotions, de faire des choix et d'avoir un sens éthique et moral.
Vous imaginez comme c'est important? On se plaint tout le temps dans notre société d'avoir des adultes qui n'ont pas de comportement éthique et moral. Eh bien, très probablement, ils n'ont pas eu une enfance avec des gens éthiques et moraux et qui leur ont donné de l'empathie. Eh bien, Alan Shore nous dit que si l'enfant reçoit de la sécurité affective, de l'écoute, de la bienveillance, les circuits de ce cortex orbitofrontal vont se renforcer progressivement. Et donc la maturation de ce cortex orbitofrontal dépend de l'entourage de l'enfant. L'inverse est vrai